Le titre a un petit peu changé parce que comme le temps a changé, je ne parlerai pas du métabolisme des hormones et je parlerai du métabolisme tout court de la cellule cancéreuse. Alors, hop, pardon, on va revenir en arrière. Alors, j'ai pour habitude de mettre quelques citations normalement dans mes présentations et là, il est dommage que, voilà. Et c'est la première de Sacha Boudjenma que vous voyez, la connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage, va me permettre un petit peu de remercier déjà Jean-Loup Mouisset et toutes les équipes de ressources et toutes les personnes qui rendent possible ce colloque malgré les temps compliqués. Et la deuxième d'Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit, est tout à fait appropriée au sujet qu'est le cancer et notamment l'oncologie intégrative. Et je vais moi essayer de ne pas trop affirmer lors de ma présentation, vous penserez que je suis bien sûr ignorant. Alors, que savons-nous du métabolisme du cancer, de la cellule cancéreuse? On va voir un petit peu, on va faire quelques petits rappels où on va apprendre un petit peu à voir comment la cellule se nourrit et pourquoi et comment elle le fait. Et en 2020, que pouvons-nous faire? On verra des côtés pratiques de prise en charge nutritionnelle pour accompagner ces moments de vie. Alors, monsieur, tu l'as cité tout à l'heure, Hanahan et Weinberg, dans les années 2000, avaient donné ce qu'on appelle le hallmark du cancer, c'est-à-dire des caractéristiques. Donc, à l'époque, il y avait en 2000 6 caractéristiques du cancer. Et en 2011, ces caractéristiques ont été revisitées en rajoutant des effets permissifs comme l'inflammation, comme les mutations, en rajoutant aussi des caractéristiques émergentes à l'époque, comme la propriété de perturbateur de l'immunité. Et moi, je vais plutôt vous perturber, c'est le cas de le dire. Je vais essayer de vous parler du métabolisme, des perturbations métaboliques au niveau de la cellule cancéreuse. On va s'attacher à cet axe-là. Tu m'as facilité le travail en énumérant tout à l'heure un petit peu toutes les caractéristiques du cancer. Et moi, je vais donc faire un focus un petit peu sur le côté métabolique. Donc le violet, là. Hop, donc le violet que vous avez sur la partie droite, en haut à gauche. Donc c'est la partie métabolique qui est donc une caractéristique émergente, c'est dans les années 2011. Et aujourd'hui, bien sûr, les choses ont progressé, on y comprend un petit peu plus. Alors, en 2020, que savons-nous du métabolisme de la cellule cancéreuse? Alors, en 2020, certainement, mais toute cette histoire-là a commencé au début du XXe siècle, où excusez-moi, c'est toi qui me change. Ah, là, il y a un truc qui est passé... Merci. En 2020, c'est un médecin russo-allemand, Dieter Brostein, qui aurait fait le lien entre le glucose et la médecine, c'est l'observation. Donc, il avait observé qu'il y avait chez les diabétiques qui avaient un cancer une baisse de la glycosurie. Vous savez que quand on est diabétique, bien souvent, quand on n'est pas bien équilibré, en tout cas, on va avoir du sucre dans les urines. Cette glycosurie chez les patients diabétiques pour lesquels apparaissait un cancer diminuait. Donc, il avait commencé à se dire, tiens, peut-être que le cancer est un goulu de sucre. Et est arrivé monsieur, que vous connaissez peut-être, Warburg, et on connaît nous l'effet Warburg en biochimie, en 1927, pardon, et il a décrit l'effet Warburg, donc où une énergie de la cellule venant de la glycolyse intense avec production d'acide lactique. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, c'est complexe. Retenez le mot de glycolyse aérobie, c'est-à-dire c'est un fonctionnement complètement particulier au niveau métabolique de la cellule. Vous verrez que la cellule normale ne fonctionne pas comme ça. Et la cellule cancéreuse, entre autres, a comme caractéristique de faire ce qu'on appelle une glycolyse aérobie, c'est-à-dire elle va utiliser le sucre et former des acides lactiques en présence d'oxygène, ce qui est relativement anormal. Ça a valu le prix Nobel à M. Warburg en 1931. Aujourd'hui, on sait que cette cellule cancéreuse, du coup, par ce fonctionnement un petit peu particulier, fait une glycolyse jusqu'à 200 fois supérieure à une cellule normale. Donc, ce n'est pas toutes les cellules qui fonctionnent de la même manière. Les cellules cancéreuses sont très hétérogènes, vous verrez. Mais globalement, on sait qu'il y a une absorption de sucre et un besoin de sucre démultiplié dans la plupart des cellules cancéreuses. Cette propriété a été utilisée, tu l'as montré tout à l'heure aussi, tu m'as enlevé tout mon diaporama, Jean-Loup, dans les PET scans, parce que les PET scans, on les fait à partir de glucose marqué. Et vous voyez cette photo, un pré-thérapeutique, un post-thérapeutique, et c'est un foie donc, qui avait une tumeur. Cette tumeur, bien sûr, était très sensible au glucose, et vous aviez une hyperfixation, 2 hyperfixations sur cette tumeur hépatique que vous voyez sur la partie de gauche. Et au niveau rénal, vous voyez en dessous, il y a les 2 reins. Là, ce n'est pas des hyperfixations, c'est simplement l'élimination de ce glucose qui a lieu. Et sur la partie de droite, vous voyez un post-thérapeutique, la tumeur hépatique, ou les 2 tumeurs hépatiques ne fixent plus. On retrouve toujours l'élimination du glucose au niveau rénal, mais on voit donc cette particularité du cancer. Et donc on se sert de cette hypergloutonnerie, on va dire,
du cancer vis-à-vis du glucose pour pouvoir, en termes de diagnostic, faire des PET scans par exemple. Ici, vous voyez donc cet effet Warburg et la défaillance mitochondriale. C'est quoi? Les mitochondries, c'est des petits organismes dans les cellules, c'est nos petites cheminées, c'est nos centrales énergétiques. Elles n'ont pas que ça comme rôle, mais elles ont un rôle important pour ce qu'on appelle la fabrication de l'ATP, qui est le carburant de la cellule, globalement, si on veut résumer. Donc vous voyez sur la partie droite, donc, disons, on va commencer par le début, c'est que des circonstances comme des inflammations qu'on a vues tout à l'heure, chroniques, des carcinogènes dont tu as parlé, avec les perturbateurs endocriniens, des radiations, des phénomènes d'hypoxie, de manque d'oxygène, de mutations, des infections virales, on connaît le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus par exemple, mais l'âge aussi, qui est un facteur de risque en vieillissant de pouvoir mal fonctionner vis-à-vis du cancer et faire un peu plus de cancer. Donc toutes ces choses-là vont pouvoir donner des cellules cancéreuses. Alors, vous voyez sur la partie gauche comment fonctionne une cellule normale, et vous avez donc ce qu'on appelle, à partir du glucose en présence d'oxygène, l'oxygène se transforme en pyruvate et il va passer dans cette fameuse petite mitochondrie pour faire ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, avec un rendement merveilleux de 36 molécules d'ATP fabriquées pour une molécule de glucose. Et à côté de ça, la cellule normale, sans présence d'oxygène, c'est la voie de droite, va faire ce qu'on appelle des lactates, et on appelle ça la glycolyse anaérobie, avec une petite production d'ATP de 2. Au total, 38 molécules d'ATP sont fabriquées de cette manière par la cellule normale. Et vous voyez à droite la cellule tumorale qui, elle, plus ou moins en présence d'oxygène, ne va pas utiliser la voie normale de la mitochondrie, la glycolyse aérobie, mais va partir en glycolyse en présence d'oxygène, va partir dans la voie des lactates. Il va produire beaucoup de lactates par rapport à une cellule normale. C'est une des particularités métaboliques du cancer, et vous allez voir que bien sûr le cancer ne le fait pas par hasard, a priori. Tout ça, tous ces problèmes métaboliques, ces changements de métabolisme se font parce que des choses se passent au niveau de la cellule. Alors vous avez des termes comme les GLUT. Les GLUT, c'est les transporteurs du glucose. Il y a une expression favorisée des transporteurs de glucose dans certaines cellules cancéreuses qui vont donc permettre l'absorption favorisée du glucose. Il y a des enzymes, des oncogènes, de l'ARN non codant, des facteurs épigénétiques. Tout cela va faire qu'il y a des dysfonctionnements à divers niveaux du métabolisme, du catabolisme, notamment du glucose, pour pouvoir faire partir plutôt dans la voie des lactates que vous voyez sur la partie gauche, la partie de droite, pardon. Alors, quand la mitochondrie dysfonctionne, donc c'est une des particularités de la cellule cancéreuse, vous voyez donc sur la gauche, la cellule saine qui fonctionne en faisant au niveau de sa mitochondrie au moins 36 ATP, et sur la partie droite, vous voyez que ce glucose va fournir peu d'ATP, 2 ATP, du coup, c'est la voracité nécessaire de la cellule pour faire plus d'ATP, parce que la cellule cancéreuse a elle aussi besoin de beaucoup d'ATP pour pouvoir faire son fonctionnement propre qui a pour but notamment la multiplication cellulaire. Donc il y a une forte consommation de glucose à cause de cette situation-là, une forte production de lactate, une alcalinisation intracellulaire et une acidification due au lactate extracellulaire. C'est des particularités dont va se servir la cellule cancéreuse, c'est un des leitmotifs de la cellule cancéreuse, faire de l'acidité en extracellulaire, et vous allez voir que ça sert a priori à certaines choses. Tout ça, entre autres, donc, pour la multiplication cellulaire. Et quand on fait un petit focus sur le lactate, vous voyez, donc ça devient, ce lactate, une source énergétique majeure pour la cellule cancéreuse. C'est aussi le principal précurseur de la néoglucogénèse. Donc non seulement l'absorption du sucre va se faire, mais en plus, les lactates vont être retransformés en sucre pour pouvoir nourrir un peu plus le cancer. Et c'est une molécule aussi de signalisation qui a des activités qu'on appelle autocrine, paracrine systémique. C'est extrêmement complexe, ça veut dire que la cellule se sert elle-même de ce lactate, l'en donne à sa copine voisine et elle le donne dans tout le système, elle diffuse ce lactate dans les systèmes pour aller nourrir éventuellement d'autres petits copains, d'autres congénères à distance. Et vous voyez qu'il y a donc une grande hétérogénéité des cellules. Il y a des cellules qui fonctionnent avec beaucoup de lactate et d'autres sans trop de lactate au sein d'un même tissu cancéreux. Le but, a priori, dans les connaissances que nous avons, du lactate, il y aurait aussi une action immunosuppressive des lactates. Cet environnement riche en lactate autour de la cellule cancéreuse permettrait une immunosuppression sur les lymphocytes, sur les macrophages qui font partie de nos cellules immunitaires de défense, infiltrant les tumeurs.
et il y aurait une facilitation aussi de la dissémination métastatique par ce lactate, notamment par une dégradation partielle de la matrice extracellulaire. Ça va déstructurer les tissus environnants pour pouvoir diffuser à distance de manière facilitée. Donc vous voyez, tout a une logique au niveau de la cellule cancéreuse. Cette production de lactate a du sens, notamment au niveau survie de la cellule cancéreuse. Si on continue donc un petit peu, on peut considérer aujourd'hui que cette cellule tumorale, alors il n'y a pas une, il y a des cellules tumorales bien sûr, suivant les types de cancers, dont, comme tu l'as bien noté Jean-Loup tout à l'heure, c'est pas si simple que ça, les cancers sont très hétérogènes, mais c'est un vrai parasite métabolique, c'est-à-dire il va se servir au maximum de tout ce qui existe dans les cellules, de tout l'environnement, de toute la nourriture, pour pouvoir survivre et se multiplier. Donc par exemple, elles activent ces cellules tumorales, elles vont favoriser le développement de ce qu'on a vu, la glycolyse, ce système particulier de glycolyse aérobie qui va faire des lactates. Elle va aussi faire de ce qu'on appelle de la glutaminolyse. C'est la glutamine, qui est un des acides aminés constituants des protéines, qui va être utilisé aussi de manière préférentielle par certaines cellules cancéreuses. Elle va faire de la bêta-oxydation. Bêta-oxydation, c'est brûler les graisses. Donc elle sait tout faire, les sucres, les protéines, les graisses. Elle essaie de tout utiliser pour pouvoir se multiplier et survivre. Tout ça dans un but de synthèse protéique et lipidique, pour faire de la biomasse, c'est-à-dire pour faire du matériel, grandir et diffuser éventuellement. Elle sécrète des déchets. Ces déchets ont du sens aussi, qui vont favoriser certainement, probablement, la croissance cellulaire, le NO, le monoxyde d'azote, des polyamines. Alors, les polyamines, il y a des gentils que vous retrouvez, la spermidine que vous retrouvez dans le bleu du roquefort, mais il y en a qui sont un peu plus méchants, fabriqués notamment au niveau du microbiote, donc au niveau de l'intestin. Peut-être monsieur professeur Castronovo en parlera. Donc des polyamines qui sont un petit peu embêtants et qui sont des déchets favorables à la croissance cellulaire du cancer. Vous avez les ammoniaques dérivés d'urée, l'urée et les lactates donc, qui vont être sécrétés à des fins de survie et de développement. Et après, vous avez ce métabolisme est particulièrement soutenu par différents facteurs. Alors, il y a des activateurs qu'on appelle des oncogènes, la MYC, donc on verra tout à l'heure sur notre diap, et on a aussi des facteurs qui participent à l'inactivation de gènes suppresseurs ou de protéines suppressives du cancer, comme la P53, qui est une protéine qui nous veut du bien, qui essaie de supprimer les cancers. Mais là, au contraire, ça va être inactivé. Donc, vous voyez, il y a tout ce côté parasite qui a une finalité, c'est la survie et le développement. Et il va nous phagocyter, nous manger, nous parasiter à ces fins de survie. Ici, vous voyez combien c'est complexe. Vous voyez, c'est un glioblastome, donc c'est des tumeurs cérébrales. Et vous voyez sur la partie nommée B et la partie nommée E. Alors la partie nommée B, c'est un PET scan à la glutamine. Et vous voyez qu'il y a une hyperfixation de glutamine dans certains endroits de cette tumeur. Ça veut dire tout simplement que la glutamine est très utilisée au niveau de ces tumeurs-là, de cette zone de la tumeur. Mais ce n'est pas si simple. On voit le même patient pris au même moment, enfin, dans un temps différent, mais c'est la même tumeur et le même patient. Et là, on voit des hyperfixations au glucose dans différentes localisations, c'est la partie E, dans différentes localisations que les fixations à la glutamine. Donc, vous voyez que cette même tumeur va utiliser de manière préférentielle soit du glucose dans certains endroits, soit de la glutamine dans certains endroits. Et vous allez voir qu'on va essayer de tirer profit de ces connaissances-là pour éventuellement proposer des protocoles métaboliques dans certaines situations. Si on continue, là où c'est un petit peu complexe, c'est qu'il y a une hétérogénéité des cellules cancéreuses et même en termes d'oxygène, elles ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a des cellules cancéreuses qui sont capables de fonctionner avec beaucoup d'oxygène et d'autres qui vont fonctionner avec moins d'oxygène. Et il y a un effet qu'on appelle symbiotique de ces deux types de cellules-là, parce que celle qui fonctionne avec moins d'oxygène, que vous voyez sur la partie droite, la partie bleue, va fabriquer des lactates, donc il n'y a pas d'oxygène, elle fait de l'acide lactique. Et cet acide lactique va être récupéré, réintégré dans la cellule qui, elle, consomme beaucoup d'oxygène et va permettre de fabriquer un peu plus d'ATP au niveau de ces cellules-là. Donc vous voyez, il y a cette collaboration aussi entre des cellules hypoxiques ou pas hypoxiques. Toujours est-il qu'elles collaborent pour pouvoir mieux fonctionner et survivre. Ici, vous voyez une autre particularité dont on doit tenir compte, même d'un point de vue métabolique, du coup, ne vous inquiétez pas, tout ça a une finalité. C'est que vous voyez ici, au milieu, vous avez quelque chose en vert marqué GSH. C'est du glutathion réduit. Ce glutathion réduit, il est connu comme étant un superbe antioxydant. Eh bien, la cellule cancéreuse, elle est capable de faire
merveilleusement bien en prenant les acides aminés que vous voyez, la cystine, le glutamate, la glycine, qui sont donc des extraits de protéines, des acides aminés constitutionnels des protéines, va détourner ces acides aminés pour faire ce glutathion réduit et faire de l'antioxydation. Donc la cellule cancéreuse est capable de se protéger de ce, comme la cellule normale, qui va, par ses radicaux libres, faire des dégâts au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau des protéines. Et là, donc, la cellule cancéreuse se protège. Elle a son bouclier antioxydant. Donc, vous voyez que tout est compliqué. Et pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va surexprimer les transporteurs des acides aminés, de certains. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, par différents process, dont des facteurs oncogènes comme les MYC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un facteur de transcription, proto-oncogène, acétylation d'histone, c'est extrêmement complexe, c'est de l'épigénie. On ne va pas retenir ça. Regardez le schéma, et bien, il va y avoir une absorption facilitée, un transport facilité de la glutamine notamment au niveau des cellules cancéreuses par ces facteurs oncogènes qui vont permettre l'expression de ces transporteurs-là. Notez sur la partie droite, je vous ai encadré un petit truc, glutamine et leucine, compétition métabolique. Là, c'est des voies de recherche très intéressantes qui montre aujourd'hui qu'un autre acide aminé que la glutamine, qui s'appelle la leucine, qui est un acide aminé dit essentiel. Essentiel, c'est parce qu'il faut l'amener par l'alimentation. C'est un point important. Je ne sais pas le fabriquer, je dois l'amener par l'alimentation, mais cette leucine permet, par son transport à l'intérieur de la cellule, de faire sortir la glutamine. Donc peut-être qu'en thérapeutique, c'est des voies intéressantes pour essayer d'un certain type de cellules cancéreuses qui aiment la glutamine, de pouvoir la faire sortir et donc on ne pourra pas profiter de cette glutaminolyse. Donc vous voyez, la leucine est tout à fait intéressante et ces connaissances fondamentales vont permettre, vous allez voir, de peut-être envisager des protocoles thérapeutiques d'avenir. Une fois qu'on a fait un peu ce rappel sur le métabolisme du cancer, comment ça fonctionne, je suis allé un peu vite, je m'en excuse. On va essayer, parce qu'on comprend mieux le métabolisme, de voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. Vous avez vu, les grandes cibles, c'est les mots-clés, c'est les mots que je vous ai cités, leucine, glutamine, glucose, ainsi de suite. Vous voyez ici, on parle, tu en as parlé tout à l'heure, de traitement métabolique du cancer, notamment le fameux protocole Schwartz. Et vous voyez ici, donc, dans les petits encadrés gris, c'est ce que la science essaie, c'est la recherche fondamentale pour essayer de trouver des produits de synthèse qui vont permettre à différents niveaux de la mitochondrie ou de la cellule de modifier ce métabolisme particulier de la cellule cancéreuse. Donc tout ça, c'est en voie de recherche. Il y en a un qui est au milieu, juste au-dessus de glycolysis, c'est le 2-désoxyglucose. 2-désoxyglucose que tu... Voilà, merci Pénélope, qui est très, très réactive, bravo. Tu dois faire beaucoup de PlayStation, toi, je crois. Non, pas du tout. Du coup, vous verrez tout à l'heure, je le citerai, parce que c'est une molécule qui est très intéressante pour modifier cette glycolyse particulière. Et vous avez donc derrière ça le protocole Schwartz dont vous avez entendu parler peut-être, vous connaissez, l'hydroxycitrate et l'acide alpha-lipoïque et éventuellement donc la metformine, qui vont à différents niveaux agir sur donc des parties du fonctionnement cellulaire pour modifier encore une fois ce métabolisme cellulaire de la cellule cancéreuse. Et la finalité de tout ça, bien sûr, c'est stresser la cellule cancéreuse et la rendre plus faible et éventuellement donc pouvoir la dominer plus facilement. Tout à l'heure, tu as parlé d'un bouquin à Stanford de phytothérapie qui parlait de cancer. Ben, je ne savais pas que tu allais faire ça, mais vous voyez, il y a ces choses qui sont intéressantes et qui regroupent un petit peu la prévention comme le secondaire, qui est le traitement donc, du cancer pendant le cancer, et le tertiaire, le traitement tertiaire qui est essayer de ne pas avoir de récidive. Et vous voyez cette diapo, toutes les voies dont on vient de parler, tous les acteurs un petit peu du métabolisme de la cellule cancéreuse et tous les niveaux du catabolisme du glucose par exemple, et on voit qu'à chaque niveau, il y a des phytonutriments qui peuvent intervenir. Tu as parlé du curcuma comme d'un anti-inflammatoire, mais le curcuma par exemple, mais autant que la berberine, que le resveratrol dans le petit vin rouge, notamment du sud, parce qu'il y en a plus du resveratrol dans les vins du sud bio que dans les vins du nord. Il faut être chauvin un petit peu, et contrairement à ce qu'on dit. Et le resveratrol, les catéchines de thé vert, donc, dont vous savez l'effet anti-cancer, ben, toutes ces molécules-là, en réalité, ces phytonutriments, ont des actions particulières au niveau de différents enzymes qui vont permettre, dans le bon sens, de stresser un petit peu la cellule cancéreuse dans son métabolisme énergétique. Donc vous voyez, c'est des choses bien sûr qu'on pourra utiliser en préventif probablement, durant un cancer pourquoi pas, et en phase de tertiaire d'essayer de prévenir les récidives, ça paraît être intéressant.
d'un point de vue métabolique, au-delà de l'anti-inflammation, bien sûr. Alors, au-delà de ces traitements métaboliques, je vais vous parler de deux situations alimentaires dont on parle beaucoup. Vous voyez qu'il y a une littérature abondante au sujet du jeûne et de la cétose, la nutrition cétogène. Et on le met bien sûr en avant au niveau du cancer, mais c'est utilisé aussi pour espérer vivre plus longtemps. C'est utilisé et étudié dans tout ce qui est neurodégénératif, notamment la maladie d'Alzheimer. Enfin voilà, aujourd'hui, les connaissances sur la cétose et sur le jeûne, parce que quand on jeûne, au bout de quelques temps, on se met en cétose, vous allez voir. Et ces connaissances-là vont permettre peut-être de pouvoir être utilisées lors de prise en charge intégrative, oncologique, à certains moments de la prise en charge du cancer. Je suis désolé parce qu'il a fallu que je change tout ça. Voilà, ça m'a fait une grosse couillonnade, comme on dit à Marseille. C'est le réseau national alimentation cancer recherche qui s'appelle NACRE, qui en novembre 2017 a réuni des experts. Et les experts ont dit en définitive qu'il ne fallait pas utiliser ni le jeûne, ni que ce soit en préventif, que ce soit durant le cancer, que ce soit même après, ils n'en parlaient pas trop, mais que globalement, ce n'était pas tout à fait intéressant. Il n'y avait pas de preuves scientifiques suffisamment fortes aujourd'hui pour pouvoir utiliser ces deux manipulations nutritionnelles qui ont pour but, vous allez voir, quand même de stresser la cellule cancéreuse. Donc, au-delà de ça, la conclusion, c'était aussi que, par contre, les professionnels de santé doivent donc être à l'écoute des attentes de leurs patients, parce que les patients, eux, lisent et demandent, disent « est-ce que c'est intéressant ?» et permettre un dialogue tenant compte de l'état actuel des connaissances scientifiques et des risques éventuels. Bon, ça, c'était la conclusion. Et au-dessus, quelque chose de pertinent que vous voyez mal, juste le côté dénutrition. Il disait que le jeûne est un fait social pour les médecins, et notamment parce qu'il faut faire attention, en oncologie, il y a des problèmes de dénutrition, et dans ce cas de dénutrition, le pronostic est plus négatif. Du coup, évidemment, qu'en cas de dénutrition, faire des manipulations nutritionnelles comme le jeûne notamment, ça peut aggraver la nutrition, et de manière pertinente bien sûr, il disait que ça pouvait être dangereux. Ceci étant dit, je vais juste vous montrer ça, qui est très complexe, mais je vais le simplifier. Le jeûne, la cétose, la restriction calorique, mais vous voyez aussi en bas l'activité physique, vous voyez aussi les polyphénols dont on a parlé tout à l'heure, le resveratrol, le curcuma ou autre. Tout ça va donner une signalétique cellulaire, c'est-à-dire ça va permettre l'activation d'une enzyme qui s'appelle l'AMP kinase, qui soit directement au niveau des cellules cibles, soit par l'intermédiaire d'une autre enzyme qui s'appelle SIRT1, dont on parle beaucoup aujourd'hui, va permettre la transcription ou l'inhibition, vous voyez sur des facteurs en rouge, de certains facteurs de transcription. On va s'arrêter à ça. Regardez plutôt à droite l'effet biologique, et tout ça c'est sur les cellules normales. Donc quand vous jeûnez, de manière intelligente, quand vous faites une cétose, vous allez avoir un effet contre le stress oxydatif, un effet anti-inflammatoire, un effet sur la biogénèse des mitochondries. Vous allez multiplier, comme fait le sport, le nombre de mitochondries. Vous allez baisser votre lipolyse, augmenter votre lipolyse et baisser la lipogénèse. Vous allez baisser la prolifération cellulaire. Ça se fait par un facteur de transcription qui s'appelle la voie des mTOR, qui est inhibée, comme le NF-κB est inhibé et donne un effet anti-inflammatoire, ainsi de suite. Vous avez plein de choses qui se passent et qui font dire aujourd'hui que peut-être faire de temps en temps un petit peu de jeûne ou de cétose, en termes de longévité par exemple, ça pourrait être intéressant. Il y a de plus en plus d'études qui valident ces faits-là. Il faut stresser le corps comme on le fait avec du sport en cardiologie pour pouvoir avoir une adaptation qui va dans ce sens-là de lutter contre le stress oxydatif, des phénomènes qui nous font mal vieillir ou qui nourrissent la cancérogénèse. Donc au-delà de ça, ce qui est important, c'est que ces effets que vous voyez rouges de baisse de prolifération cellulaire et d'anti-inflammation, qui sont quand même des choses très présentes au niveau de la cellule cancéreuse, semblent contrées par ces manipulations nutritionnelles que sont la restriction calorique, le jeûne et les corps cétoniques. Donc bien sûr, ça va un petit peu à l'encontre, ça c'est de la théorie, c'est le fondamental, ça ne va pas à l'encontre de ce que nous disaient NACRE, les experts de NACRE, mais voilà, il y a cette opposition un petit peu entre les deux. Il n'y a pas suffisamment de preuves. En 2012, pourtant, déjà, Lee avait modélisé un petit peu ce que pouvait être la sensibilisation des cellules tumorales à la chimiothérapie en faisant un jeûne lors de cette chimiothérapie. On voyait au niveau de la cellule normale, c'est la partie gauche en réalité, la cétose ou le jeûne et lutte contre le stress oxydatif, il y avait moins de stress oxydatif, par exemple, protection des cellules normales lors de la chimiothérapie. Et il suggérait que, par contre, pour la cellule cancéreuse, ce modèle nutritionnel de jeûne
créer plus de stress oxydatif au niveau de la cellule cancéreuse et pouvait donc provoquer une moindre protection des cellules cancéreuses lors de la chimio et donc améliorer les résultats de chimiothérapie. Donc ça, voilà, c'est une suggestion qui a été faite. Et au-delà de ça, il manque d'études, vous le verrez, pour pouvoir valider tout ça. Mais toujours est-il que ça paraît tout à fait pertinent au vu des connaissances que nous avons sur ce qui se passe lors du jeûne ou de la cétose. Ici, vous voyez une étude de 2010 sur les effets du jeûne lors d'une chimiothérapie. Donc, avec ou sans jeûne, en rouge, c'est sans jeûne, en bleu, c'est avec jeûne. Et vous voyez que beaucoup d'effets délétères de la chimiothérapie, comme la fatigue, la faiblesse, comme les nausées, les vomissements, les diarrhées, dans cette étude qui est critiquable parce qu'il y avait peu de personnes dedans, mais il semblait qu'il pouvait y avoir quand même un meilleur confort pour certaines personnes. Alors ça dépendra certainement, évidemment, des types de chimiothérapie. Il faut beaucoup d'études et il faut rester quand même, je veux dire, humble par rapport à tout ça. Et l'humilité est un mot qu'on doit vraiment utiliser en oncologie. Et cette humilité nous dit que voilà, il faut beaucoup d'études, il faut, suivant les gens, ça marchera différent. Tu parlais tout à l'heure de polymorphisme génétique. Alors, au niveau de la nutrition, c'est exactement pareil. On n'a pas tous la même capacité à faire des corps cétoniques, on en fait plus ou moins. Donc c'est extrêmement complexe et c'est très, très individuel, mais toujours est-il que ces connaissances peuvent être quand même utilisées probablement dans certaines situations. Oui, mais ce jeûne ne peut s'adresser à tous les patients, notamment les patients dénutris. Ça, c'est une réalité. Même si vous voulez faire un jeûne en termes de santé, si vous avez quelqu'un qui a perdu de la masse maigre, qui est ce qu'on appelle sarcopénique, qui a perdu beaucoup de muscles, le jeûne n'est peut-être pas la meilleure des situations dans ce cas-là. Et ce jeûne ne peut sûrement pas s'adresser à tous les types de cancers. Oui, on le sait, que les hémopathies, les leucémies, les lymphomes ou quoi, a priori, le jeûne, ne semble pas trop intéressant là-dedans. Alors, il n'existe actuellement aucune preuve du bénéfice clinique du jeûne avant chimiothérapie, malgré un prérequis solide. C'est ce qui est discutable, bien sûr. C'est ce qui est discutable, tu disais tout à l'heure, c'est la guerre. Quand c'est la guerre, peut-être qu'il faut agir, il ne faut pas regarder. Et à partir du moment où il n'y a pas de danger, qu'on n'est pas dénutri, peut-être on peut se poser la question d'utiliser ce genre à partir du moment où on a évalué globalement la situation, qu'on voit la chimiothérapie qui est utilisée et qu'on voit le type de cancer qu'on doit prendre en charge. Ici, vous avez ces études cliniques en cours. En définitive, quand vous regardez de près, il y a très peu d'études qui essaient de voir l'efficacité, ou en tout cas le surplus d'efficacité d'une chimiothérapie avec une prise en charge nutritionnelle. La plupart des études en cours sont pour voir si c'est faisable, si c'est tolérable, si ça améliore la qualité de vie. Qualité de vie, déjà, bien sûr, qui est fort importante, évidemment. Mais en termes d'efficacité, bien sûr qu'on manque d'études pour dire que si je fais un jeûne pendant la chimio, je vais améliorer ma qualité de résultat de la chimiothérapie. Ça, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une cétose en réalité. La cétose, c'est une situation de jeûne, c'est le petit encadré un petit peu rosé, où un apport de glucose très faible. Ce qu'on fait, on travaille sur les charges glycémiques quand on veut faire une cétose, et donc on va essayer de baisser les charges glycémiques au maximum pour pouvoir provoquer la fabrication de corps cétoniques, parce que ce petit rapport insuline-glucagon s'inverse. Ça, c'est de la biochimie, je passe. Toujours est-il que le but du jeu, c'est grâce aux acides gras, donc qui sont dérivés des triglycérides qu'on relargue dans la circulation ou qu'on consomme par l'alimentation, grâce aux acides aminés, il y en a 6 qui sont cétogènes. On a 6 acides aminés qui constituent les protéines, qui sont capables de faire des corps cétoniques. Donc je vais utiliser ces acides gras et ces acides aminés cétogènes et je vais les cataboliser, je vais les transformer pour arriver au centre, donc à l'acétoacétate, l'acétone et l'hydroxybutyrate, qui sont 3 corps cétoniques. Ces 3 corps cétoniques sont fabriqués dans les mitochondries. Mitochondries, vous avez vu, c'est là où le cancer se régale de changer le métabolisme. Les mitochondries fabriquent ces corps cétoniques. Elles ne savent pas les utiliser dans le foie, par exemple, ces corps cétoniques, donc on les relargue dans la circulation. Et les organes, eux, qui savent faire de la cétolyse, et donc la finalité, c'est faire du carburant, de l'ATP, comme le cerveau, le muscle, les poumons, les reins et tous les tissus hors foie semblent utiliser les corps cétoniques, vont pouvoir fournir leur carburant et survivre et vivre grâce à ça. Ouais, c'est en gros comment marche une cétose. J'utilise les graisses, les acides gras et certains acides aminés pour faire des corps cétoniques dans ces situations-là. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit, comme cette étude le montre bien, que quand on fait une nutrition cétogène lors du cancer,
il y a deux choses qui se passent. Il y a une baisse légère du glucose sanguin et il y a une augmentation sanguine des corps cétoniques, donc ce que vous voyez en bleu. Si on revient sur la gauche, la conséquence au niveau de la cellule cancéreuse de cette baisse de glucose sanguin, c'est qu'on a des facteurs de croissance qu'on appelle IGF-1, Insulin Growth Factor, qui est un dérivé de GH, hormone de croissance que vous avez en dessous, et une baisse aussi de l'insuline, donc c'est 3 facteurs de croissance qui diminuent avec la baisse du glucose sanguin. Vous avez ce glucose aussi qui modifie son métabolisme et il y a une baisse du métabolisme du glucose au niveau de la cellule cancéreuse et qui par différents moyens, donc baisse d'ATP, baisse de ribose 5-phosphate, de NADPH, j'en passe et des meilleurs, va provoquer une baisse de la croissance, de la prolifération, de l'angiogénèse et de l'invasion probablement. Tout ça aussi va augmenter le stress au niveau cellulaire, donc en augmentant la vulnérabilité, l'apoptose, la mort cellulaire. Ça va se mêler, ce que vous voyez en jaune au milieu, dans l'étoile, à la radiothérapie, à la chimiothérapie, et ça va pouvoir potentiellement améliorer les résultats de la radio, de la chimiothérapie. Et il y a aussi dans les petits corps bleus cétoniques qui vont augmenter le stress oxydatif que vous voyez juste au-dessus. Voilà. De l'autre côté, sur les cellules normales, qu'est-ce qui se passe? Les corps cétoniques, comme on l'a vu au tout début, sont excellents pour faire de l'antioxydation, de l'anti-inflammation, stimuler la mitochondrogénèse et j'en passe et des meilleurs. C'est un fuel alternatif, donc un carburant alternatif que la cellule cancéreuse ne sait pas utiliser, alors que la cellule normale est très friande de corps cétonique. C'est antioxydant, neuroprotectif et ainsi de suite. Donc du coup, la cellule normale peut être même protégée de quelques effets secondaires possibles de la radio ou de la chimiothérapie. Et cerise sur le gâteau, il semblerait que notre système immunitaire, dans cette situation-là, puisse être plus compétent. Et donc, il va y avoir les immunosuppresseurs, l'immunosuppression qui est abaissée, et on va devenir immuno-pertinent, on va dire, au niveau de la cellule cancéreuse. Donc, vous voyez, ça paraît tout à fait séduisant quand même, ces connaissances-là, par rapport à tout ça. On dit, mais mince, alors pourquoi je ne l'utilise pas? C'est pas si simple, c'est pas tous les cancers qui réagissent de la même manière au corps cétonique, par exemple, mais toujours ici qu'il est assez intéressant d'aller plus loin, de fouiller, d'essayer de comprendre. Alors, tout ça fait dire que la diète cétogénique semble, entre autres, par son action sur l'insuline, sur les facteurs de croissance, porteuse de promesses préventives et possiblement thérapeutiques adjuvantes. Mais comme le souligne Erickson et Chung, toujours le même débat, il manque d'essais randomisés, cher Jean-Loup. On veut de la preuve, on veut de l'evidence-based medicine, ce qui est normal. On avance comme ça, donc il en faut de la preuve. Et donc, pourquoi? Parce que bien souvent, ce n'est pas étudié. On étudie la faisabilité, mais on n'étudie pas l'efficacité. Et au-delà de ça, il y a un manque d'homogénéité dans les études où différents protocoles sont utilisés. Donc du coup, c'est un petit peu problématique pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire ou quoi. Toujours est-il que, pourtant, on sait que la faisabilité, l'acceptabilité de ce type de régime cétogène ou de jeûne court lors du cancer est tout à fait bonne. La conclusion de cette méta-analyse, qui est pour nous valeur de preuve en médecine quand même, disait qu'un régime cétogène peut être utilisé sans danger pour les patients cancéreux s'il est surveillé de près, mais qu'il est important de devoir établir encore une fois des protocoles standardisés. C'est toujours le même problème. Donc il faut homogénéiser un petit peu les prises en charge pour pouvoir demain les valider de manière communautaire. Mais en 2020, des choses quand même avancent. 2017, on nous disait, bof, pas terrible, attention. Et là, vous voyez que 2020, c'est fin d'année, c'est en 2020, c'est maintenant. Donc là aussi, un résumé d'une revue systémique sur tout ce qui avait été dit jusqu'à présent. La conclusion de cette étude-là, c'est nous concluons que la base de preuve de diète cétogène en tant que thérapeutique anti-cancer de soutien s'accroît et suggère plusieurs effets bénéfiques, et notamment, ce qui était intéressant, c'est peut-être cibler un peu plus les gens en surpoids. On sait très bien, tu parlais tout à l'heure des aromatases, qu'il y a une surexpression des aromatases dans pas mal de cellules grasses, par exemple, et on sait aujourd'hui que pour une de ces raisons-là, mais aussi l'inflammation provoquée par le trop-plein de gras, par exemple, le surpoids est un facteur péjoratif, et donc la diète cétogène qui permet, dans un cadre comme ça, de faire maigrir de manière intelligente sans toucher la masse maigre et l'immunité pourrait être intéressante. Et cette analyse-là disait que même chez les gens fragiles, c'est les personnes âgées, immunitairement non compétentes, donc pas automatiquement dénutries. Ces types de fragilité pouvaient aussi bénéficier probablement d'une diète cétogène. Et là, dernièrement, donc fin 2019, tout récent, enfin, des études randomisées, donc pour nous au niveau 1 de preuve, une étude randomisée sur 60 patients,
qui étaient atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou cancer du sein métastatique avec chimiothérapie. Un groupe de 30 fait cétose, l'autre groupe pas de cétose. Les conclusions, nos résultats suggèrent que la chimiothérapie associée à la diète cétogène, c'est ketogenic diet, quand vous voyez KD, peut améliorer les paramètres biochimiques, la composition corporelle, la survie globale sans effet secondaire important pour les patients atteints d'un cancer du sein. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de preuves qui vont, la connaissance fondamentale, ce qu'on appelle aussi le préclinique, donc avant l'étude chez l'homme, de manière est tout à fait satisfaisante pour dire que la cétose pourrait être intéressante ou le jeûne. Manquer des études cliniques, donc notamment randomisées, et on voit que petit à petit les choses se font et que pour certains types de cancers en tout cas, certaines situations, on pourra probablement utiliser plus facilement. Il y aura un consensus, j'espère bientôt, pour pouvoir accompagner les gens dans ces situations-là. Le prépulse, c'est quoi? Il y a M. Seyfried, et j'aime bien un petit peu cette vision des choses au niveau métabolique. Une fois qu'on a compris un petit peu la complexité du cancer dans son métabolisme, vous voyez, vous avez bien compris qu'il produit du lactate assez fin, qu'il utilise le glucose d'une manière très particulière, qui fait rentrer la glutamine pour essayer de l'utiliser, et ainsi de suite. Donc vous avez compris un petit peu tout ce qui se passait dans une cellule cancéreuse, et je trouve que les voies de demain peut-être, c'est pas d'être uniciste sur j'arrête de manger du sucre, c'est essayer de combiner un petit peu, suivant les types de cancer, quand on a compris leur métabolisme particulier, de combiner un petit peu ces connaissances-là, et donc ces actes pratiques qu'on va détailler ensemble, pour pouvoir essayer de suivre et de faire donc ces traitements intégratif, métabolique de la situation cancéreuse. Et donc, ce monsieur Seyfried a proposé le press and pulse. Et le press, c'est quoi? C'est je vais mettre une pression constante, par exemple avec une diète cétogène ou des suppléments de corps cétonique que je peux rajouter constamment. On le fait aussi en cancéro avec des TCM, les triglycérides à chaîne moyenne, qui sont des corps gras un peu particuliers qui se transforment en corps cétoniques. Donc on va pouvoir nourrir les gens avec des TCM et une nutrition de type cétogène, et on va faire cette pression constante. À côté de ça, je crois qu'on va en parler, on va manager le stress. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer sur d'autres facteurs qui interviennent, dont vous avez parlé, dont on va continuer à parler, comme le management du stress. Et ce qui n'est pas marqué là et qui est fondamental pour moi, c'est l'activité physique aussi, sur laquelle on pourrait faire une pression thérapeutique constante, essayer de pousser les gens à bouger plus régulièrement et constamment quelque part, tout au long de jour après jour. Et à côté de ça, on pourrait faire des pulses. Je vous rappelle, c'est suivant les types de cancers. Il faut connaître un peu mieux la typologie métabolique des cancers, le fonctionnement individualisé, et auquel cas on pourra individualiser ce type de prise en charge. Et on va faire des pulses de temps en temps. On va essayer de temps en temps d'inhiber le glucose ou d'inhiber l'absorption de la glutamine, ou faire de l'hyperbarie, de l'oxygénothérapie hyperbarique, parce qu'on a vu qu'il y avait des hypoxies, qu'il y avait différents types de fonctionnement au niveau de l'oxygène. Et de temps en temps, on va pouvoir impulser des thérapeutiques comme ça. Alors, inhibition glucose, c'est ce que je vous ai demandé de pointer tout à l'heure, le D-désoxyglucose. C'est un produit qui semblerait intéressant pour inhiber métaboliquement, à certains niveaux, le métabolisme du glucose. Et on voit des glutaminases inhibiteurs, des inhibiteurs des enzymes qui permettent la transformation de la glutamine à l'intérieur. Et là, vous voyez apparaître le mot leucine, le DON, le 6, diazo, 5, oxo, L, nord. Moi, je suis dyslexique, c'est terrible la médecine pour moi. Toujours est-il que vous avez vu qu'il y a leucine à la fin, et c'est un dérivé de leucine, comme le HMB. Alors, je vais faire un effort encore, le bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate, qui est un dérivé de leucine, deux produits dérivés de la leucine, qui sembleraient intéressants pour pouvoir justement inhiber, contrer l'absorption de glutamine. Vous voyez, tout ça est encore pas vague, mais il va falloir du travail encore, mais il y a des choses peut-être qu'on peut commencer à faire un tout petit peu aujourd'hui. Conclusion. Le cancer se conformant à la célèbre maxime prêtée à Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez vu qu'il utilise tout, hein. Tout ce qu'il trouve, il mange, il prend. C'est un vrai parasite de nos cellules avec des finalités de croissance, de survie ou de diffusion. Une thérapeutique métabolique multi-cible, ne croyez pas au truc uniciste de que ça. Moi, j'y crois pas en tout cas. Multi-cible est une meilleure connaissance des fonctionnements métaboliques des différents types de cancers devrait à l'avenir, et pourquoi pas, dès aujourd'hui, nous permettre d'inclure, comme c'est la guerre, cette pratique dans les stratégies anti-cancer. Je vous remercie pour votre attention et votre écoute. On avait les yeux grands ouverts et les oreilles toutes tendues. Et ouais, on s'est régalé. Je t'écoute à chaque fois, j'en apprends toujours.
Et j'ai quand même du coup plein de questions. Et j'ai des questions de plusieurs personnes. Et d'abord, je préciserai avant d'entrer, il va y avoir plusieurs choses en tant qu'oncologue. J'ai beaucoup de patients qui l'utilisent, hein, effectivement, ou qui le faisaient spontanément, ou à qui je propose. Je pense qu'il y a un moment où ça se prête le plus, c'est les situations où c'est certain, il n'y a pas de dénutrition. Ça, je crois que c'est une première condition. La deuxième, c'est les situations où les chimios ne sont pas trop rapprochés. Alors, volontiers le jeûne avant la cure, de 24 heures avant, et on va remanger le soir ou le lendemain en tout cas, mais pas plus de 36-48 heures maximum de jeûne. Hein. Mais pour des cures qui seraient toutes les 2 ou 3 semaines. Auquel cas, ça pose rarement de difficultés. Je rappelle que le sucre, nous avons 24 heures de réserve en sucre. Ça vient de là, c'est 24 heures. On a pris 24 heures chez tous les mammifères de réserve en sucre dans les muscles et le foie. Donc c'est pour ça que l'idée est d'arrêter 24 heures avant, de mettre au repos les cellules. Alors j'aime bien, je précise, j'aime bien raconter cette histoire. J'adore, j'ai été animateur de camp, donc j'adore les petites histoires. Et donc je vous rappelle, le cancer, c'est une maladie de la prolifération. Et ça, on va le répéter aussi avec les antioxydants. Ça veut dire que les cellules prolifèrent à l'excès, elles sont folles. Imaginez des marmottes. Les marmottes qui font tranquillement, qui dorment. Et là, on a des marmottes dégénérées, donc elles sortent, elles font la fête. L'aigle, que représentent les traitements, la chimio, ne peut pas attraper des marmottes qui sont sous terre. On est bien d'accord. La chimio, ça tombe bien, ça n'agit que sur ce qui prolifère. Autrement dit, les marmottes dégénérées. Si vous faites un jeûne, qu'est-ce que vous faites ? Les cellules qui sont au repos, et là c'est nos marmottes, qui sont en train de dormir, ne vont pas se réveiller alors que vous les mettez en jeûne. Donc les cellules saines vont rester au repos. Parce que vous les mettez au jeûne, ce n'est pas le moment de sortir. Donc elles ne vont pas être attaquées par l'aigle qui va passer quand il va passer. Alors que les cellules cancéreuses n'en ont absolument rien à faire que vous jeûniez, puisque vous avez vu, elles ont de multiples moyens, glutamine, machin, elles bouffent tout, elles mangent de tout, elles s'adaptent à tout. Et donc elles seront toujours aussi sensibles au traitement. Et c'est tout l'intérêt. Et c'est intéressant de t'avoir écouté. Je n'ai pas vérifié ton PowerPoint, donc tu en parles à la fin, donc tu es sauvé par le gong. Mais il y a une étude, une belle étude avec les chimiothérapies, taxothérapie, rubicide, donc un truc bien lourd, enfin on sait bien ça, dans le cancer du sein, publié dans le BMC Cancer, donc on est dans une belle revue, randomisée, qui démontre que les patientes qui ont jeûné, comparé à celles qui n'ont pas jeûné, ont moins de toxicité sur les globules rouges et les plaquettes. On ne pouvait pas voir sur les globules blancs parce qu'il y avait des facteurs de croissance, donc on ne peut pas comparer. Mais on a bien une toxicité réduite dans une étude randomisée, et maintenant une deuxième. Donc le problème, c'est très simple. Quand on fait un stress métabolique, quand on jeûne ou qu'on mange moins, automatiquement, très rapidement, il y a une mise au repos des métabolismes au niveau des cellules saines. Comme tu dis, elle reste dans le trou, la marmotte continue à dormir. La cellule cancéreuse ne fonctionne pas comme ça. Elle a besoin des glutones. Elle n'a pas cette vision-là des choses. Elle n'a pas d'adaptation à se mettre plus ou moins au repos au niveau métabolique. Elle veut quand même grandir globalement. Et donc, du coup, il y a une plus grande propension à souffrir de ce stress métabolique qu'une cellule normale. Donc, du coup, voilà, c'est une des propriétés de la nature dont on peut se servir pour pouvoir stresser un peu plus et rendre plus profitable un traitement de chimio, de radio ou quoi. Et certainement avec moins d'effets secondaires parce qu'on l'a vu, il y a des effets tout à fait intéressants de cette adaptation métabolique sur la cellule saine. C'est très bénéfique pour nous. On ne va pas ne plus rien manger, on va mourir évidemment. Mais si on fait et on le sait aujourd'hui en médecine anti-aging, on a des capacités. Le seul truc qui a amélioré la longévité, c'est la restriction calorique légère. Voilà. Aujourd'hui, en laboratoire, il n'y a que ça qui a prouvé une valeur. C'est-à-dire quand on mange un petit peu moins, généralement, on se porte un petit peu mieux. Ce qui est un peu compliqué dans nos sociétés. Mais du coup, voilà, il y a une adaptation à ce stress métabolique qui est plutôt dans une survie de la cellule saine. Et ça, du coup, ça va minimiser probablement les effets secondaires. Voilà, ce qui fait qu'on peut, dans cette période de guerre, et évidemment qu'on n'a pas un niveau de preuve très élevé, mais on a un moyen qui n'est pas dangereux manifestement. Encore une fois, en vérifiant que les patients qui le font ne perdent pas de poids. Ils ne sont pas dénutris. Voilà, ne sont pas dénutris, et deux, ne perdent pas de poids en le faisant. On va donner un moyen. Et ça j'insiste en tant qu'oncologue, parce qu'on donne un moyen d'agir de plus pour les gens. Ils sont pas... les gens sont acteurs en plus quand on fait ça. Ils deviennent acteurs et c'est un moyen d'agir qui est tout à fait possible et encore une fois pas adapté à tout le monde. Il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a pour qui ça n'apporte rien.
Voilà. Mais ça peut apporter quelque chose, on a un rationnel et voilà. Et tu pourrais nous dire un mot sur le jeûne nocturne? Alors ça, on appelle ça le jeûne intermittent. Donc c'est un petit peu le même principe. En réalité, c'est la privation de carburant pendant un temps de 16 heures. On fait 8-16. Il y a 8 heures de temps où on va consommer de l'alimentation et pendant 16 heures, on ne va pas manger. Donc, par exemple, vous prenez le dernier repas comme une collation de 16 heures, 17 heures, et vous attendez le lendemain matin pour manger. Donc vous avez 16 heures de temps où vous n'avez pas de prise alimentaire. Ce qui va se passer, chez la plupart des personnes, au bout de 3-4 heures de jeûne, c'est-à-dire de non-prise alimentaire, on va inverser ce petit truc dont je vous ai parlé, le rapport insuline sur glucagon, là, comme ça. Et donc, du coup, au bout de 3-4 heures de temps, on va baisser notre insuline, qui est un facteur de croissance, qui est un facteur nécessaire, en tout cas, à faire rentrer le glucose dans la cellule. C'est sous l'action de l'insuline que les GLUT, les transporteurs de glucose divers et variés, vont être activés et le glucose sanguin va pouvoir rentrer dans les cellules, y compris dans la cellule cancéreuse. Donc du coup, le fait de priver de glucose, ou en tout cas d'alimentation, au bout de 3-4 heures normalement, dans la plupart des situations, vous avez l'inversion insuline-glucagon et vous avez peu d'insuline dans votre corps et beaucoup de glucagon. Donc du coup, la cellule cancéreuse, probablement, ne va pas aimer ça. C'est d'autant plus intéressant de faire ça que les gens sont en surcharge pondérale ou avec ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Si vous avez un cancer, que vous êtes diabétique et que vous avez un surpoids, vous avez beaucoup plus d'intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que vous ne marchez pas bien. Vous ne fonctionnez déjà pas bien. Vous avez votre sécrétion d'insuline qui est très longue. Vous avez de l'insulinorésistance. Et les gens, au bout de 3-4 heures, vont continuer à sécréter de l'insuline. Donc le cancer pourrait continuer à être nourri en glucose grâce à l'insuline. Donc quelqu'un qui a un syndrome métabolique, et un diabète et un cancer, avec une insulinorésistance, probablement doit bénéficier un petit peu plus encore du jeûne dit séquentiel. Et est-ce qu'il y a des cancers, tu penses, où il y a plus d'intérêt a priori? Alors aujourd'hui, l'étude là sur le cancer du sein, par exemple, sur tout ce qui est cérébral, les glioblastomes, enfin là c'est tout ce qu'on doit encore défricher pour individualiser un petit peu les types de cancers. Tu as cité tout à l'heure dans le poumon les différents types de cancers du poumon qu'il y avait. C'est un petit peu pareil pour tout. Donc il y a une sensibilité métabolique probablement qui n'est pas la même suivant les types de cancers. Mais globalement au niveau métabolique, de toute manière, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent on a quand même besoin de carburant. On ne parle pas là d'angiogénèse ou de choses comme ça. On parle de métabolisme pour que la cellule cancéreuse survive et se multiplie. Elle a besoin d'ATP, elle a besoin de matériel, elle a besoin de micronutriments, elle a besoin de protéines. 60% du poids sec d'une cellule, c'est de la protéine. Et le glucose, c'est le carburant. Donc on comprend bien pourquoi la cellule cancéreuse, elle se régale de protéines et de glucose. Le glucose, c'est l'énergie, la protéine, c'est la structure de la cellule. Et du coup, elle a besoin, pour augmenter sa biomasse, d'absorber et de traiter la protéine. Et c'est la problématique. Donc du coup, l'abord métabolique, à mon sens, quand on comprend un tout petit peu et quand on s'intéresse un petit peu au métabolisme ou à la nutrition, est fondamental, quel que soit le type de cancer, quelque part. Simplement, on doit adapter les différents actes métaboliques aux différents types de cancers. Mais je suis convaincu, en tout cas, qu'on ne doit pas, on connaît l'intérêt des régimes méditerranéens dans la prévention du cancer ou en post-cancer pour favoriser les non-récidives. Mais au-delà du régime méditerranéen, moi je suis un militant de cétose méditerranéenne ou en tout cas de travailler un petit peu intelligemment autour de ça pour mettre un peu tout ce qu'on connaît. Les méditerranéennes, c'est quoi? J'ai beaucoup de polyphénols dedans, globalement. J'ai des oméga 3, des polyphénols, des choses comme ça. Donc ça, on le sait, pour la cellule normale, c'est bon, pour continuer à être normal. Mais pour les cellules cancéreuses, c'est intéressant aussi de réfléchir un petit peu à tout ça. Et les polyphénols, on les a vus, sont intéressants parce que c'est des acteurs au niveau du catabolisme du glucose de la cellule cancéreuse. On a vu le curcuma, les polyphénols, le resveratrol et les catéchines de thé vert. Donc voilà, c'est important. Une question de Doris. Est-ce qu'il faut supprimer du coup tous les sucres de notre alimentation? Non, non. Quand on fait une diète cétogène, c'est là où il y a beaucoup d'informations, ressources, beaucoup de travail pour donner de l'information autour de ça. Quand on fait une diète cétogène, je vous rappelle que la diète cétogène est faite chez les enfants épileptiques réfractaires au traitement et que c'est la seule indication reconnue par le corps mondialement universitaire de l'intérêt de la diète cétogène. C'est quand on n'a pas de solution médicamenteuse, on fait faire des cétoses à des enfants qui grandissent. On fait faire de la cétose normocalorique, ils ont 5-10% de glucose uniquement amené dans leur alimentation, ils grandissent et ils grandissent en bonne santé.
Donc la peur sur la cétose est un truc, une méconnaissance du métabolisme et de la nutrition qui fait dire un peu n'importe quoi. Et le cancer n'y échappe pas. On peut faire de la normocalorie cétogène en cancer. Donc ça ne pose aucun problème. Moi, tous les jours, quand je fais faire une cétose lors d'un cancer, c'est une cétose normocalorique, dans l'immense majorité des cas. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. La cétose, et pour répondre à ta question sur les glucides, ben, quand on fait une cétose, il y a quand même des fruits, des légumes qu'on peut consommer. Ça, on travaille sur ce qu'on appelle les charges glycémiques. Donc les charges glycémiques, il ne faudrait pas qu'elles soient au-dessus de 20 par jour pour pouvoir avoir une très bonne cétose sur le cancer. Sur l'épilepsie, on est plus tolérant. On a des charges glycémiques plus élevées, un total de charges glycémiques plus élevé. Encore une fois, c'est une sorte d'individualisation. C'est à voir un peu quel est le niveau de cétose pour les gens, contrôler qu'on soit bien en cétose, et après, qu'est-ce qu'on peut manger pour y rester. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens, ça dépend de l'activité physique, ça dépend de plein de... Il faut le voir dans la globalité, encore une fois. Le niveau de stress intervient sur le sucre. Le cortisol trop élevé, un hypercortisime, fait monter la glycémie sans manger de sucre. C'est hyperglycémiant. Donc au-delà de son effet délétère sur l'immunité, c'est un effet délétère sur le métabolisme. Du coup, la prise en charge globale du stress avec le reste, c'est fondamental. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. On ne peut pas donner une recette. C'est une prise en charge globale, à mon sens, qu'il faut voir. Et je ne fais pas que de la nutrition, je fais des thérapies comportementales avec. Voilà, je ne peux pas faire que et de la remise en mouvement. Ok, donc ça sera vraiment, je pense, très important de vous tourner vers un professionnel qui a l'habitude quand même, si vous voulez développer ces stratégies de cétose. Il y a de plus en plus de professionnels de santé, de médecins, mais aussi de diététiciennes, de naturopathes bien formés et qu'il faut rechercher pour, à mon avis, vous accompagner, pour que ce soit en intelligence. Je crois que c'est par la connaissance et donc par le travail au niveau de, tu disais tout à l'heure sur la toxicologie et les médecins, les jeunes médecins, c'est pareil. Je crois que la nutrition en médecine est un des parents pauvres et on est très mal formé en nutrition et donc du coup, voilà, on a laissé le terrain avec plein de mauvaises herbes se développer, avec plein de gens qui ont dit n'importe quoi, qui ont fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, on doit essayer de retravailler sur ce côté connaissance fondamentale pour ne pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Il ne faut pas avoir... De la méconnaissance naît la peur. Donc beaucoup de médecins ont peur de la cétose parce qu'ils ne connaissent pas la cétose. C'est physiologique la cétose. C'est quelque chose qui nous a permis de survivre. Il y a des peuplades qui sont en cétose tout le temps à travers le monde. Parce qu'ils sont toujours chassés, ils sont paléolithiques. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur de ça. On a survécu grâce à ça. Bien. Une dernière question et on fait une petite pause, quand même une précision sur un point important, la glutamine, tu en as parlé. Et donc effectivement, Véronique et Delphine posent la question similaire sur il faut se méfier de la glutamine en cas de cancer. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant les protocoles pour lutter notamment sur la dégradation de la muqueuse intestinale. Et du coup, ils disent la complémentation est interdite en glutamine. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en dirais un mot aussi. Mais... Je pense qu'il n'y a rien d'interdit. C'est encore une fois les situations qui commandent. Ouais. Je pense que quand il y a une immunodépression, la glutamine est importante, parce que c'est important pour les immunoglobulines. Quand il y a des gros problèmes digestifs, probablement la glutamine est importante aussi. Ainsi de suite. C'est encore une fois une histoire d'individualisation. C'est pour ça que la cancéro, comme la médecine en règle générale, on ne peut pas, je veux dire, être monomaniaque sur un truc et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça dépend de situation. Il y a des cancers qui utilisent mal la glutamine. Donc du coup, la glutamine ne pose pas de problème. Et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut vraiment continuer à étudier, bien sûr, parce qu'on ne sait pas tout. Mais au-delà de ça ensuite, il y a des situations où la glutamine, probablement, a plus d'intérêt que de risque à être utilisée. Donc c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de supplémentation, qu'il y a des situations qui le nécessitent. Ouais, un mot justement, et quand il y a le feu, c'est mettons que vous vous retrouvez avec une mucite, une personne se retrouve avec une mucite et elle doit réparer cette mucite, ben oui, la glutamine est intéressante à ce moment-là. Et on l'a démontré, des études, apport de glutamine permet de mieux réparer et d'améliorer cette récupération de la mucite, que ce soit à la bouche, au niveau digestif. Mais on est d'accord que c'est dans une situation où la maladie est traitée, elle est sous chimiothérapie. Et là, il y a un excès. Donc, par contre, comme je viens de dire, si vous soufflez sur un brasier, un incendie, on vous dirait qu'il ne faut pas souffler sur le feu. Mais si c'est un brasier, je dirais, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, sur les cendres, si vous soufflez sur les cendres et vous faites renaître le feu, là, c'est pas bon. Donc, effectivement, des situations comme un cancer du côlon qui vient d'être en rémission,
donner de la glutamine alors qu'il n'y en a pas besoin avéré, c'est sûrement dangereux. Voilà, donc c'est dire, recadrer les choses. La glutamine, si elle doit être utilisée, comme le sucre d'ailleurs, ça dépend de la situation. Le dosage, qu'est-ce qu'on va donner, voilà. Et le temps. Un temps qui peut être plus court ou en fonction des cures. Voilà, le temps, la durée, la prescription, comme pour un médicament, dépendra de ça. On s'arrête là, on fait une pause. Un mot, on n'a pas parlé d'hormonothérapie, parce que vous avez compris, le temps était trop court pour pouvoir aborder aussi ce sujet, c'était impossible. Donc on fera des webinaires sur ça, courant peut-être décembre ou janvier. Donc vous inquiétez pas là-dessus. On abordera la question de l'hormonothérapie dans un autre jour qu'aujourd'hui.